Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. La nouvelle équipe constituée par Choguel Maïga pour conduire le Mali aux élections libres, transparentes et inclusives est connue. Les militaires auteurs de 2 putschs en 9 mois conservent les portefeuilles clés sous la conduite de Assimi Goïta, investi nouveau président critiqué par les organisations africaines mais aussi la France. Cette nouvelle équipe n'aura pas le droit à l'erreur entre les attaques que subit le Mali au quotidien, l'annonce de la fin de l'opération Barkhane par la France, sans occulter les priorités d'un peuple qui attendait sans doute beaucoup lorsqu'il a pris la rue contre l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Mali, premier gouvernement Choguel Maïga, une équipe capable d'assumer la feuille de route chargée. C'est le thème de l'émission du jour. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Avec nous aujourd'hui, Emile Guérin, bonjour. Bonjour, monsieur Joris. Vous êtes consultant en communication et gestion de crise. Face à vous, Seydou Kausen Maïga, bonjour. Bonjour, monsieur Johannes, et bonjour à Sika TV. Vous êtes coordonnateur mondial adjoint du cadre d'action Debout, Niger Debout, un regroupement de mouvements, mais aussi de partis politiques engagés et donc pour le développement du Niger. Un nouveau gouvernement dominé par les militaires. Emile Guérin, est-ce que c'est une équipe qui a, selon vous, quelques surprises ? Non, pas tellement de surprises. Les militaires sont au pouvoir et vous n'êtes pas sans savoir que c'est justement l'une des raisons pour lesquelles l'ancien président et premier ministre ont été destitués par Assimi Goïta. Ils sont revenus, il y a 4 membres au gouvernement pour dire que les autres 20 non, je crois qu'il y avait 8 membres dans le gouvernement, donc les autres sont des civils. En l'occurrence, le M5 qui avait suscité de nombreuses manifestations à l'époque, en 2020, qui ont abouti à ce coup d'État, le premier coup d'État d'Assimi Goïta en août 2020. Et donc ce gouvernement me paraît pratique, propre à la malienne. J'ai envie de dire que c'est un gouvernement de combat, un gouvernement de crise, puisque le Mali est en crise. Le Mali traverse l'une des plus graves crises de son histoire. Le Mali est en situation très difficile. Et donc ce gouvernement, comme l'a dit le Premier ministre Choguel Maïga, dans son allocution, il a redéfini les priorités de ce gouvernement, c'est-à-dire la lutte contre l'insécurité, et améliorer cette lutte-là qui est en très difficulté avec, peut-être on va en parler, avec l'annonce du retrait de la force Barkhane, ce n'est pas encore le retrait, et puis la lutte contre l'impunité. C'est très sérieux. Au Mali, l'impunité, il faut maintenant organiser les élections crédibles, transparentes, dans le délai de 9 mois. C'est très difficile. Réorganiser des réformes politiques et institutionnelles, ce n'est pas facile. Il a promis également, c'est très important, ça m'intéresse là, de juger une action judiciaire contre la répression des manifestations de juin 2020, dont il était l'un des meneurs. Donc c'est très important à ce niveau. C'est vrai que les militaires ont gardé les postes clés. Et c'est ça, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, de l'administration territoriale, le ministère de la Réconciliation nationale et puis le ministère de la Communication. Donc ils ont les postes clés. Et du fait, Sadio Camara devient le numéro 2 du gouvernement. Ce n'est pas rien. Parce que vous savez, Assimi Goïta, je vous l'avais dit, est dans une position où il faut forcément conforter ses amis qui l'ont aidé à faire le coup d'État d'août 2020. Et en l'occurrence, Ismaël Ouagué et Sadio Camara, qui dirigeaient la garde nationale malienne. Donc c'est très important. Et ils ne sont pas rien du tout. Donc, attendons de voir les jours à venir, comment est-ce que cela va se mettre en pratique. Seydou Kausen Maïga, un commentaire sur ce nouveau gouvernement. Est-ce qu'il y a des surprises, déjà, selon vous? Ou bien, on prend les mêmes et on recommence? Oui, en fait, il n'y a pas tellement de surprises, mais au contraire, si ce n'est plutôt
comme l'a dit M. Guérin, de conforter tous ceux qui étaient les vrais acteurs militaires et civils du coup d'État. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant plus de 6 à 8 mois, il y a eu des manifestations qui ont été animées par les M5 RFP. On a été surpris de voir, juste après la formation du gouvernement et l'investiture de M. Bandao, que le Premier ministre n'est pas issu de des forces vives qui ont animé les insurrections populaires. On a vu sortir Bandao et puis M. Wan, et eux aussi ont progressivement écarté la junte. Je pense que c'était vraiment une erreur qui a été faite à l'époque, parce que même si Assimi Goïta était au poste de vice-président, le gouvernement devrait être aux mains de ces putschistes-là, entre guillemets, puisque moi, je n'appelle pas ça putsch. Vraiment, c'est une révolution populaire, qui a été épaulée par certains officiers à leur tête, M. Assimi Goïta. Donc, à mon avis, le fait de remettre la primature dans les mains des M5 RFP n'est que justice. N'est que justice parce qu'il faut bien savoir que cette insurrection populaire qui a mené au coup d'État contre IBK avait des leaders politiques et des leaders religieux, notamment le chef de Nioro, et le chef de Mahmoud Djeko. Voilà des personnes, vraiment des personnalités même, je dirais, d'une envergure internationale même, et qui doivent donner des leçons et même des exemples pour l'Afrique. Parce que ce qui nous manque aujourd'hui dans l'Afrique de l'Ouest francophone notamment, où sévissent toutes ces dictatures, où toutes ces démocraties de façade érigées en dictature, ce sont des leaders d'opinion ou des leaders religieux capables d'être impartiaux et de dire les choses telles qu'elles sont ressenties par le peuple. Parce qu'on oublie que le peuple souffre. Quand IBK était aux affaires, quand son fils, avec une bande de copains, allait sur des paquebots ou bien sur des îles fêtées de façon extravagante en déversant des millions de francs CFA, alors que le peuple malien souffre et ploie sous l'insécurité, il était temps que les gens réagissent. Et nous, par exemple, on se rend compte que dans cette Afrique de l'Ouest francophone, il n'y a plus de leaders capables de mener de telles actions. Et donc, le gouvernement qui a été réuni au M5 RFP, qui sont des personnalités morales telles que M. Diko, je pense qu'il a d'abord la voix de la population. Et les craintes de la France, je pense qu'elles sont infondées quand la France soupçonne ce gouvernement de faire alliance avec les djihadistes, parce que juste ils veulent faire des pourparlers. Je pense qu'ils sont capables, vu la composition du gouvernement. Ils ont fait la place même au mouvement armé. Je pense qu'ils sont capables de mettre vraiment la balle au centre et puis de relancer le débat politique et sécuritaire. Relancer le débat politique et sécuritaire. Vous le disiez tout à l'heure, M. Guérin, les priorités de cette équipe-là sont donc des priorités sécuritaires, priorités politiques aussi, parce qu'il y a un agenda politique, il y a cette feuille de route-là qui est donc tracée, aller aux élections libres, inclusives et transparentes. Choguel Maïga en a parlé. Avant peut-être de vous poser ma prochaine question, nous allons écouter peut-être juste un court extrait des propos de Choguel Maïga. C'était donc au sorti donc de ce premier conseil de cabinet qu'il a tenu avec les nouveaux ministres. On va suivre Choguel Maïga, Premier ministre du Mali. Pour cela, il sera envisagé la création d'un organe unique indépendant de gestion des élections, réclamé unanimement par la classe politique et la société civile. La révision consensuelle et inclusive de la Constitution, dans le respect de son article 118, et la relecture intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger, dans le respect des principes fondamentaux énoncés, seront poursuivis et approfondis. De véritables poursuites judiciaires consécutives aux tueries et exactions contre les victimes des journées de juillet 2020 seront également engagées.
Choguel Maïga qui promet donc des poursuites judiciaires contre les personnes qui auraient commis des exactions lors des manifestations de juin 2020. Emel Guérin, je parlais de l'agenda de Choguel Maïga. Selon vous, les priorités de cette équipe-là, est-ce que ce sont des priorités qui cadrent avec les aspirations du peuple malien qui était donc allé dans les rues courant mai, juin, juillet 2020? Oui, forcément, puisqu'il a parlé d'une ouverture, d'une poursuite judiciaire contre cette répression, c'est très important. Vous savez qu'aujourd'hui en Afrique, nos politiques ont cette habitude-là de mater la population, des civils qui s'expriment selon même la Constitution. Et donc c'est fréquent aujourd'hui en Afrique que ça se fait. Donc je pense que c'est dans les aspirations du peuple malien de pouvoir faire des poursuites judiciaires par rapport à ça. C'est très important. Et Choguel Maïga a promis la mise en place d'une gouvernance de rupture. Seule survie, selon lui, pour le Mali, c'est très important. Et les élections sont là. Il a promis mettre en place un organe unique d'organisation des élections. Parce que ce sont les élections surtout qui sont à la base des crises. Des contestations, notamment au Mali. Voilà, donc il faut des organes pour bien gérer les élections. Si les élections sont transparentes et bien gérées, je crois que le problème ne se pose plus. Donc c'est très important. Et là, vous avez évoqué la question sécuritaire. C'est là que je veux bien voir comment est-ce que ça va se faire. C'est très délicat ce qui se passe parce que, je le dis et je le redis, nous sommes en face d'une guerre asymétrique et nos amis ne sont pas malheureusement formés pour ça. Mais je pense, comme l'a dit aussi l'imam Diko, que le Mali peut se relever de cette crise-là si le Mali est soudé. Donc, l'une des priorités majeures de ce gouvernement, c'est de pouvoir réconcilier les Maliens qui aujourd'hui ne font plus confiance à leurs dirigeants. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Ibeka. Et M. Maïga l'a évoqué tout à l'heure, ce qui s'est passé ensuite avec la première transition qu'avait mis sur place l'équipe d'Assimi Goïta. Elle a déçu, elle a été lamentable parce qu'elle a voulu faire le jeu de l'extérieur. Donc ça pose problème. On attend de voir Choguel Maïga qui, pour moi, honnêtement, j'attends de le voir parce que c'est un animal politique, un fin tacticien qui attend les bonnes occasions. Il se réclame de Moussa Traoré. Il fut déjà ministre de Amanitou Touré, ministre de l'Industrie et de l'Économie, je crois. Ensuite, ministre de la Communication, sous Ibeka. Donc, pour ma part, c'est un véritable opportuniste. Il vient de gagner l'une des plus grandes victoires de sa vie politique. En devenant Premier ministre. On attend de voir les jours à venir, comment ça va se passer. Ce qui est sûr aujourd'hui, avec les militaires qui sont au gouvernement, je crois que l'entente est trouvée. Et c'est très important, parce qu'aujourd'hui, tout au moins, on constate, c'est factuel, que les Maliens font confiance à leurs militaires. Vous avez vu les manifestations où ils ont soutenu les militaires, les manifestations où ils sont allés demander de l'appui de la Russie pour les militaires. Ça veut dire que la population soutient les militaires et c'est très important. Il faut composer avec, parce que la crise majeure aujourd'hui du Mali, c'est la sécurité. Et les civils, tous les jours, même avant-hier, il y a eu 2 militaires tués encore à Gao. Tout à fait. Donc tous les jours, il y a des morts par rapport à cette insécurité djihadiste. Alors, Seydou Kansen Maïga, on est conscient que la problématique majeure est donc sécuritaire, mais on a l'impression qu'on promet des élections libres, transparentes et inclusives, mais on oublie de dire que tout le territoire malien n'est pas sécurisé. Peut-on aller à des élections libres, transparentes et inclusives avec un territoire qui est occupé par endroits par le terrorisme, des zones où on ne peut pas déployer de matériel électoral? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un peu de saupoudrage? Merci, M. Johannes, de poser la question et de préciser même que le Mali est occupé. C'est-à-dire que pratiquement plus du tiers, sinon du 2 tiers du territoire est sous occupation terroriste et djihadiste, en dehors de la zone du nord vers Kidal et un peu vers le centre. Et en tout cas, on peut dire que pas loin de 2 tiers du Mali n'est pas sécurisé. Alors, quand vous enlevez les grandes villes du nord, telles que Gao, Tombouctou et Kidal, mais vous n'allez plus rien avoir d'autre en dehors de ces villes-là. Elles aussi, elles sont sécurisées parce qu'il y a des forces étrangères et internationales, des coalitions
militaire pour défendre soi-disant le Mali. Alors, pourquoi est-ce que la France exige en février comme une date butoir donc, de ces élections-là, alors que nous sommes en juin? Choguel Maïga vient de commencer d'entamer cette transition avec son gouvernement, à la tête duquel il y a le colonel Assimi Goïta. Pourquoi on leur donne aussi peu de temps pour faire des élections inclusives, transparentes et libres? Comment peut-on assurer de telles élections dans des conditions sécuritaires pareilles? Comment peut-on choisir les hommes qu'il faut dans des conditions pareilles? Donc moi, c'est pour ça que j'ai dit la priorité, en dehors de la sécurité, sur le plan politique, la priorité, c'est d'abord de consolider les acquis par rapport à la paix et les accords de paix entre le gouvernement malien et le mouvement du Nord, mais surtout de trouver des solutions pour ce terrorisme-là. Parce qu'on ne peut pas aller dans certaines localités pour voter si cela n'est pas fait. Vous vous rappelez du défunt chef de file de l'opposition, M. Cissé, qui est décédé paix à son âme, et pourtant qui a été fait prisonnier et a été libéré. C'était pendant la campagne électorale. Il était en campagne quand il a été emprisonné par les djihadistes. Et heureusement, il a été libéré, mais malheureusement aussi, il a succombé à une maladie qu'on connaît. Donc, vous voyez, ça, c'était la preuve qu'il n'y a pas de sécurité. Donc, aujourd'hui, la CEDEAO et la France s'évertuent à imposer au Mali un délai de rigueur qui est février 2022. Non, on ne peut rien faire dans ce délai-là. On ne peut rien faire. Il faut qu'on laisse d'abord la transition d'abord, se réunir avec les forces sécurité vives du Mali, réorganiser la transition, prendre un nouveau départ. Maintenant, sur ce nouveau départ, assurer toutes les institutions et leur sécurité dans le cadre de ces élections-là. On ne peut pas parler de CENI, puisque la CENI qui est en place certainement n'a pas été réformée. On ne peut pas parler de toutes ces institutions au niveau local, alors que le djihadisme a conquis pas mal de zones. Donc, si ce n'est pas de conquête territoriale, en tout cas, les zones sont sous influence djihadiste. Donc, à mon avis, il faut que la CEDEAO et la France laissent ce gouvernement prendre le temps de s'organiser et des mesures telles que celle-là que vient de prendre Choguel Maïga en promettant des poursuites judiciaires, c'est la preuve qu'ils veulent réédifier la démocratie. Parce que quand vous prenez des cas des pays comme le Niger, vous voyez bien que depuis 1 an, il est impossible au Niger de manifester. C'est sûr, vous allez prendre la chose dans d'autres pays ouest-africains. Ce sont des pays où la démocratie a été suspendue complètement. Et avec le retour de l'armée au Mali, je pense que le peuple malien a la souveraineté qu'elle a. Et d'ailleurs, si vous remarquez, tous les chefs d'État qui isolent l'armée ou qui ont peur de l'armée ne sont pas légitimes. Je prends toujours le cas de mon pays, le Niger. Vous voyez aujourd'hui le monsieur qui est là-bas en tant que qui détient le pouvoir d'État n'a aucune légitimité qu'il cherche auprès de la population. Si on crée l'armée, c'est qu'on n'a pas la légitimité. Et aujourd'hui au Mali, toute la preuve a été faite que l'armée se sent à l'aise avec la population, que l'armée est en train de favoriser l'éclosion d'une démocratie véritable populaire. Et c'est ça que moi je trouve que c'est le grand défi et qui est en train d'être bien mené par l'équipe de Choguel Maïga. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, Emel Guéré, on est assez, on va dire, cohérent? L'agenda est clair, février 2022, il reste combien? À tout casser, 8 ou 9 mois tout au plus. On parle d'élections libres, transparentes, inclusives, mais on sait que le Mali est quasiment sous partition. On sait que les terroristes occupent des zones où personne n'a le courage d'aller. On sait qu'on ne pourra pas déployer du matériel électoral dans 8 ou 9 mois dans certaines régions du Mali. On sait que ce sont des élections bâclées, mal organisées, qui ont conduit les populations dans les rues et donc appelé à la chute de Ibeka. Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir refaire du neuf avec du vieux?
Oui, je pense que le délai est vraiment court. On l'avait dit à l'entame 18 mois. C'est court. Vous savez, la CEDEAO a un problème aujourd'hui avec cette histoire des militaires. Les chefs d'État ont peur des militaires. Ils n'aiment pas entendre parler des militaires. Pour rappeler au Nigeria, il y a quelques semaines, la question avait été agitée où certains demandaient à l'armée de prendre ses responsabilités. Et l'armée a dû sortir pour dire non, nous laissons poursuivre le processus constitutionnel. C'est la même chose comme la Côte d'Ivoire où Ouattara ne veut pas du tout sentir ses militaires. Il a tout fait les têtes d'ailleurs. Excusez-moi, l'aile dure au sein de la CEDEAO pour foutre dehors ses militaires. Mais il n'a pas réussi exactement. Donc je pense que ce délai peut être prolongé. Oui, ce sera très difficile parce que le Premier ministre Choguel Maïga a parlé également des assises nationales de la refondation. Alors il faut intéresser toutes les couches sociales au Mali, ce qui est très compliqué. Le Mali est très grand et Maïga Seydou a évoqué tout à l'heure l'occupation du territoire. L'occupation du territoire ne peut pas empêcher les élections parce qu'il faut confier la sécurité la sécurité territoriale dans les mains d'un gouvernement légitime. Et à l'étape actuelle, nous n'en avons pas du tout. Et cette lutte anti-djihadiste ne peut pas se faire uniquement avec les forces maliennes. Il faut une cohésion de la sous-région. Sous-régionale, oui, forcément. Ouais, absolument. Sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, je pense que par rapport au délai, le président Assimi Goïta sera obligé de faire la cour à l'émissaire de la CEDEAO pour lui demander, qui est en train de revenir en de meilleurs sentiments par rapport aux militaires. Je vais parler de Jonathan Goodluck, qui va forcément plaider le cas pour que cette transition soit prolongée. Pourquoi? Oui. Simplement que le premier gouvernement de transition, donc de Mokhtar Ouane, n'avait rien fait. Il était resté immobile, nonchalant, ils n'ont rien fait, rien n'avait bougé. Maintenant, c'est maintenant que réellement on va démarrer pour ma part une réelle transition pratique, pragmatique. Donc il faut un peu du temps si nous voulons vraiment avoir des élections transparentes et crédibles. Parce que qu'est-ce que veut la population aujourd'hui? La sécurité. Que veut la population? Le pain. Que veut la population? La liberté. C'est très important. C'est pourquoi j'apprécie l'entrée au gouvernement du procureur le plus craint à Bamako, Kassogué, Ouamadou, qui est au pôle économique, qui est très craint. Et donc, il va pouvoir mener cette lutte contre l'impunité parce que c'est ça qui fait réellement le problème des Africains, le problème de la population, l'impunité. Parce qu'on met la main dans la caisse de l'État, n'importe comment. C'est vrai qu'il n'y a pas de corrompus sans corrupteurs. Donc, il faut véritablement les chercher, les retrouver et que justice soit faite. Parce que le peuple a soif de la justice. Et ce que je peux noter également par rapport à ce gouvernement, c'est que le Choguel Maïga, c'est vrai, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est un personnage très clivant. J'espère qu'il ne va pas à la transition. La charte de la transition l'interdit que les membres de cette transition ne seront pas candidats. J'espère que ça ne va pas créer un autre point de crise encore pour le Mali. Et là, ce sont les populations qui en pâtissent et ce ne serait pas bien. Également, je pense pour ma part que ce gouvernement est composé de beaucoup de technocrates. Ça veut dire qu'il a l'intention d'aller plus loin. Et c'est ça que nous allons voir les jours à venir, d'aller plus loin. C'est-à-dire que les postes clés dont on a parlé, la sécurité, si vous le permettez, avec l'annonce du retrait de la force Barkhane, on verra comment ça va se passer. Ce retrait n'est pas encore fait, ça ne peut être fait. Surtout que pour ma part, ce qu'a fait Macron, c'est une annonce à la va-vite, c'était pas préparé. Donc il avait une conférence de presse à faire qui allait durer 1h30. Et une annonce comme ça est capitale. Vous ne pouvez pas vouloir faire une telle annonce et dire toute autre chose pendant 45 minutes avant de glisser un retrait de vos troupes parce que les élections arrivent bientôt en France. Ça, c'est une autre paire de manches et qu'il fallait. C'est exactement comme Sarkozy l'a fait en 2011 en rappelant les forces françaises de l'Afghanistan. Donc, c'est pas la même chose parce que la population française n'est pas d'accord pour la présence. D'abord, aucun pays n'est d'accord pour la présence de ces militaires parce qu'ils demeurent des fils du pays, comme on en voit au front qui meurent tous les jours là-bas. Et je pense que ce gouvernement, Assimi Goïta, a beaucoup à faire forcément pour la sécurité et il faut aller maintenant négocier, comme ils sont en train de le faire déjà en Soudine, avec d'autres partenaires
pour libérer le Mali, c'est très important. Alors, Seydou Kaoussen Maïga, on parle bien évidemment de sécurité, on parle politique, mais il y a aussi que c'est interdit, et Emel Guéré en parlait tout de suite, aux membres de la transition de candidater à la prochaine élection. Quand tout le monde voit aujourd'hui, et c'est presque évident que Assimi Goïta a des ambitions affichées, des ambitions réelles, quand on sait que Choguel Maïga était en embuscade et a aussi des ambitions, surtout avec le départ de Soumaïla Cissé, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de faire un travail avec des personnalités qui ont envie de rester au pouvoir longtemps? Vous savez, moi, monsieur Johannes, moi, je trouve cela absurde. Pourquoi est-ce qu'on va empêcher au moment de la transition d'être candidat? Je vous prends le cas du Niger. Quand Mohamed Issoufou avait fait ses 2 mandats, il avait coopté un membre de son parti, qui est actuellement d'ailleurs, qui s'est fait élire de force, s'est fait imposer, M. Bazoum Mohamed, et il avait été à Paris pour avoir l'onction de Macron. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas empêché aux membres du parti de Issoufou d'être candidat? Parce que Issoufou était juge aussi et parti. C'est là juste pour la transition. On estime que quand on organise une transition, on ne doit pas être candidat parce qu'on va être juge et parti. Mais c'est la même chose de tous les États. Quand le parti au pouvoir propose un candidat, c'est le même contexte, monsieur Johannes, si vous regardez très bien. Parce que le parti au pouvoir a plus de légitimité, ou bien pas de légitimité, mais de possibilité de s'imposer par les élections parce qu'il détient le pouvoir d'État. La même façon, le monsieur qui dirige la transition, quand il est candidat ou quand un membre du gouvernement est candidat, il sera forcément élu. Alors pourquoi est-ce qu'on n'oblige pas les gens qui sont au pouvoir? Il n'est pas de candidat, ni eux, ni les gens de leur parti, mais on impose cela dans une transition telle que c'est là. Il est bien normal que M. Goïta ait des ambitions présidentielles, ou M. Maïga et Choguel, qu'il ait aussi des envies d'être élu comme député ou en tant que président, pourquoi pas? À mon avis, ça c'est des détails que l'Assemblée des forces vives maliennes doit décider. Il ne s'agit pas à la France ni à la CEDEAO d'imposer aux États de tels comportements qui sont des décisions nationales. Parce qu'on est tous d'accord aujourd'hui que la CEDEAO, c'est un club de présidents. Et cette CEDEAO a peur des armées. Donc moi, je dis, je maintiens, je dis que ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important que Goïta ou Maïga soient des candidats à la présidentielle, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est la réussite et la refondation de l'État malien. Et je pense que si on les laisse faire librement, ils vont réussir. Mais si on essaie de leur imposer des règles et des durées de la transition, ils vont lamentablement échouer. Alors, votre lecture, Emel Guérin, par rapport à cet article donc, de l'achat de la transition qui impose aux membres de la transition de ne pas candidater, est-ce que quelque part, ce n'est pas toujours mieux d'éviter que des gens dans une transition puissent candidater et donc jouer le jeu depuis l'intérieur pour se faire élire? Bon, mais c'est une question de... Je comprends la logique, je comprends l'esprit de cette charte pour éviter des querelles inutiles qui vont plomber le Mali. Mais on a vu dans d'autres pays, comme le Bénin en 90, ça a marché. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de... C'est vrai que certains ont contesté dans le temps, mais il a géré quand il a pris le pouvoir. Donc la chose est bien possible. On l'a vu aussi ailleurs dans le monde, en France aussi, où on peut gérer une transition et devenir président comme Charles de Gaulle, c'est pas un problème. La question est simple, qu'est-ce que veut le peuple malien? Il faut respecter la volonté du peuple malien. Et je pense, pour ma part, les jours à venir, ou les semaines à venir, à l'occasion de ces assises nationales, cette loi sera sautée. Je le pense très fermement, parce que vous avez venu de dire que Assimi Goïta a bien des ambitions présidentielles, alors pourquoi on va le lui interdire? Je ne sais pas s'il va vouloir faire comme ATT ou d'autres partis revenir, ce n'est pas toujours possible, il faut saisir l'occasion, parce que le peuple, la jeunesse malienne, le porte vraiment dans son cœur. Ils sont prêts à le soutenir. Alors donnons-lui sa chance. Est-ce que le fait d'être militaire ou le fait de gérer une transition nous empêche d'être président? Pas du tout. C'était surtout d'ailleurs si l'équipe ou les chefs de cette équipe faisaient très bien,
Je ne vois pas pourquoi on va les empêcher. Je crois vraiment que cette loi sera sautée. Exactement, exactement. Alors, Seydou Kansen Maïga, il y a aussi que cette nouvelle équipe gouvernementale doit composer avec l'agenda français, si on peut l'appeler comme ça. Le président Emmanuel Macron, qui donc, dans une adresse à la France, a décidé de la fin de l'opération Barkhane. Qu'est-ce que cela impose à cette nouvelle équipe gouvernementale malienne, cette annonce-là? En tout cas, les annonces du président français Emmanuel Macron sont très graves et elles sont aussi porteuses d'une menace pour le Sahel. Des menaces sérieuses. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne peut pas mettre fin à une opération telle que Barkhane de cette façon-là. Puisque Barkhane, depuis 2013, avec l'intervention française avec Serval qui devient Barkhane, Barkhane a imposé un certain rythme aux armées africaines du Sahel. Elle s'est imposée de sorte que ces armées dépendent d'elle. N'est-ce pas, cette mission-là? Donc, maintenant, venir tout d'un coup arrêter Barkhane et parler de Takuba, vraiment, je pense que c'est quelque chose que Macron aurait dû réfléchir ou penser. De la même façon que Macron n'est pas passé forcément par l'Assemblée pour faire, c'était Hollande à l'époque, pour faire cette intervention en France, et au Mali, pardon, depuis la France, les peuples africains, le peuple malien, nigérien et certainement burkinabé n'ont pas été associés, encore moins leurs assemblées nationales, quant aux présences des forces militaires étrangères. Parce qu'il est inadmissible de regarder au Niger, au Mali, la présence massive des forces françaises, alors que les assemblées de ces pays n'ont pas été consultées. Donc, en y mettant fin, c'est une façon de punir les Maliens d'abord. C'est vraiment une façon de les punir. Et quand je regarde cette vidéo d'un Maghrébin qui parle d'un complot qui se prépare entre la France et l'Algérie, qui vont mettre des milliers, 1500 soldats, entre guillemets, djihadistes d'origine algérienne dans le Sahel, je pense que là, ça veut dire qu'il y a des craintes. Est-ce que la France veut punir le Mali et les Maliens d'avoir accepté le coup d'État? Est-ce que la France veut punir tout le Sahel en leur montrant que tant que Barkhane n'est pas là, le Sahel va s'embraser? Voilà toute la question. Mais il faut que la France sache que ces États ont un passé commun avec la France. Ce n'est pas une politique ponctuelle qui est liée à une élection présidentielle, parce que Macron, comme l'a dit M. Guérin, a perdu dans sa popularité au niveau de la France. Il est dans un niveau de popularité le plus faible de tous les chefs d'État français depuis plusieurs années et décennies. Donc, peut-être en voulant mettre fin à cette opération qu'il a déjà renommée Takuba, il veut accomplir une promesse électorale, alors que le terrain sahélien a forcément besoin de Barkhane, mais sous une autre forme. Ce que le monde du Sahel veut, le peuple du Sahel veut, ce n'est pas le départ forcément définitif de la France sous la forme actuelle. Non, c'est que la France accepte la démocratie, c'est que la France accepte le choix des peuples et de leurs armées d'être autonomes, mais pas en leur imposant certains comportements sans être efficaces militairement. Voilà, alors Emel Guérin, cette adresse donc d'Emmanuel Macron, est-ce que ce n'est pas une adresse qui est aussi forcément, on va dire, une annonce qui devait se faire au vu de l'agenda politique en France, où plusieurs voix, que ce soit des voix politiques, que ce soit des voix de la société civile, que ce soit des voix de plusieurs composants donc de la société française qui ne comprennent pas qu'on puisse continuer à envoyer des soldats français mourir dans le Sahel pour quelque raison que ce soit. On rappelle qu'il y a déjà plus d'une cinquantaine de soldats français décédés dans le Sahel. Oui, en fait, il faut rappeler le contexte dans lequel la France était intervenue au Mali. C'était pas par rapport au terrorisme djihadiste, non. C'était par rapport à la rébellion qui avançait vers Bamako. Tout à fait. Et la France est venue stopper.
Maintenant, à la suite de ça, les djihadistes en ont profité. Et là, aujourd'hui au Mali, il y a 5 forces au Mali pour la lutte anti-djihadiste. Mais ça n'aboutit pas. C'est là où il y a une aberration totale dont la force Barkhane a échoué dans la lutte anti-djihadiste. Ça, c'est clair. Le Mali d'ailleurs, le Premier ministre Choguel Maïga a parlé de la relecture des accords d'Alger, qui a essayé d'avoir la paix avec ces forces rebelles. Ça veut dire que nous ne sommes plus en face d'une telle menace des rebelles pour conquérir Bamako. Donc il n'y a que le djihadisme aujourd'hui. Donc la force Barkhane n'a plus rien à faire. Et dans la logique, elle devrait pouvoir partir déjà. Bon, maintenant, c'est vrai qu'ils ont du matériel sophistiqué. Mais ce qui va se passer, c'est que ce retrait ne peut pas se faire en quelques mois. C'est peut-être vers la fin d'année, il faut s'y attendre si réellement ce sera mis en application. C'est vrai, je le dis, l'une des mobiles, c'est surtout le contexte national français qui a poussé Macron à faire cette annonce surprise, puisqu'il avait même menacé en train de le faire. Est-ce que c'est une punition pour le Mali? Je ne pense pas. Peut-être ce qu'il aurait pensé, mais je crois que cela va former davantage le Mali à aller vers sa souveraineté. C'est très important. Et je ne suis pas sûr, vous savez, les Occidentaux savent qu'en Afrique, on peut ne pas tenir parole, on peut ne pas respecter les tests, on peut ne rien respecter, et personne ne leur dira rien. Donc je suis pour le moment encore dans un état dubitatif, à savoir si réellement ce retrait sera fait. Je ne pense pas du tout. Parce que la France n'a pas intérêt à laisser le champ libre. Pas du tout. Alors si entre-temps Macron, en 2022, gagne les élections, mais les sondages ne sont pas si mauvais, M. Seydou Mabenga, pas si mauvais pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenir cette force-là. Je le pense très fermement. Parce qu'elle sait qu'en partant, elle laisse le terrain libre à d'autres partenaires pour le Mali, notamment la Russie, avec laquelle nous sommes en train de négocier actuellement. Donc, c'est une annonce que Macron a sortie comme ça pour impressionner. Et à quelques semaines de 2 sommets, il y a le G7 qui vient, il y a aussi un sommet européen qui arrive, alors qu'avant de faire une telle annonce, il faut informer ces pairs européens, ceux qui n'avaient pas fait avant de faire cette annonce. Il a annoncé de prochaines réunions de discussion avec les partenaires internationaux, notamment pour renforcer Takuba. Il les a mis devant le fait accompli parce qu'il y a longtemps que la France voulait, par rapport à la force Takuba, le financement européen, que les Européens se mettent ensemble, mais beaucoup de pays européens peinent et traînent à le faire et laisser la France seule. Donc en faisant cela, ils seront obligés, n'est-ce pas, d'agir. Pourquoi? Parce que si jamais les djihadistes, M. Seydou Maïga le sait très bien, si les djihadistes, les terroristes pénétraient dans Bamako, eh bien l'Europe sera envahie. Et là, ils en ont vraiment peur. Vous savez qu'il y a beaucoup de ressortissants de cette zone-là, en France, en Europe. Le Mali n'est pas frontalier avec l'Algérie. Donc si les djihadistes rentraient, enfin prenaient Bamako, c'est que l'Europe sera inondée, l'Europe sera attaquée suffisamment. Donc il ne voudra jamais que cela arrive. Et je pense que la France ne partira pas totalement. Elle pourra constituer une force d'appui. C'est d'ailleurs ce qui est souhaité par le ministère de la Défense française, une force d'appui aux forces locales. Africaines. Surtout, c'est ce qui est souhaité. Le G5, lui, le G5 ne fonctionne pas du tout. Force de financement. Et qui va financer? Idriss Déby avait dit demander de l'aide à la France, de l'aide européenne pour financer le G5. Et ça veut dire que c'est ahurissant. Alors que les richesses minières sont là, on les vend, mais on en fait quoi avec nos armées? On a pensé à un moment donné, et c'est ça la doxa. On a pensé à un moment donné, non, il ne faut pas armer nos forces de défense, il faut les laisser, il faut financer ailleurs, alors que c'est un faux problème. Lorsque vous voulez garder votre maison, il faut avoir un gardien, il faut avoir la sécurité. Mais nous n'avons pas la sécurité. C'est d'où nous voyons aujourd'hui ce djihadisme en train de percer partout en Afrique, et aucun pays de la sous-région n'est réparé par rapport à ça. Et est-ce que nos dirigeants réfléchissent? Vous avez vu ce qui s'est passé récemment au Burkina, où les populations sont obligées de sortir massivement dans les rues pour marcher, pour dénoncer la nonchalance, le laxisme de nos dirigeants. Donc nos dirigeants aujourd'hui sont laxistes par rapport à la lutte anti-djihadiste. Si la France
pouvait vraiment partir, je pense que ça va beaucoup aider le Mali à se reprendre. Parce que lorsque vous comptez trop, la preuve, tous les jours, il y a des morts. Pourtant, la force Barkhane est là, la MINUSMA est là, la Task Force est là, la force européenne est là, et puis rien du tout, c'est percé. C'est seulement Idriss Déby à l'époque, quand il était vivant, qui faisait des percées, qui menait cette lutte parce qu'il a galvanisé sa troupe qui était prête à aller mourir au front. Les Français ne vont pas mourir pour la sauvegarde du territoire malien, pas du tout. Mais ils peuvent mourir pour de l'or qui est au Mali. Alors, Seydou Kaoussène Maïga, aujourd'hui, on est tous d'accord, visiblement, que ce n'était pas forcément cette annonce-là qui était donc attendue de la part du président Emmanuel Macron, mais l'annonce est intervenue. On parle donc de retrait des forces françaises selon un agenda qui n'est pas encore très clair, très bien connu. Est-ce que, selon vous, ce n'est pas aussi une occasion, je dirais, exceptionnelle pour les dirigeants africains, pour les dirigeants notamment de la zone Sahel, de prendre leurs responsabilités et de réformer leurs armées de façon à ce que ces armées-là soient enfin efficaces contre le terrorisme. Il ne se passe pas un jour sans qu'il n'y ait des morts au Niger, au Burkina Faso ou au Mali. Ces trois pays-là, principalement, est-ce que ce n'est pas le moment pour que les dirigeants de la région prennent leurs responsabilités? Mais, M. Johannes, pour que les dirigeants africains prennent leurs responsabilités par rapport à cette situation sécuritaire, il faut qu'ils soient d'abord conscients de la menace. D'abord, j'ouvre une parenthèse à M. Guérin pour dire juste que M. Macron n'est pas populaire. Hein, et les seuls problèmes qu'il a à sa faveur en France, c'est qu'il n'a pas encore d'adversaire de taille. Mais si c'est juste sur le sondage, je pense qu'il ne passera pas. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Alors, donc, je disais, les dirigeants du Sahel ne sont pas assez conscients de la menace pour y faire face. Parce que quand vous connaissez un problème et vous l'avez bien appréhendé, vous pouvez y faire face. Mais le problème, c'est qu'il est géopolitique et géostratégique. En fait, le Sahel, en dehors des problèmes qu'on peut imaginer ou deviner, subit une autre guerre, à mon avis. C'est la guerre de la France contre l'Algérie qui se poursuit au Sahel. Pourquoi j'ai dit cela? Parce qu'il y a beaucoup de djihadistes. D'abord, tout le monde sait et d'accord, tout le monde est d'accord que l'Algérie a délocalisé le terrorisme du GSPC au Sahel. Au Mali d'abord et s'est étendu au Sahel. Nous savons aussi que aujourd'hui, en Sardine, qui était le premier mouvement djihadiste d'origine malienne, vraiment proprement malien, contrairement aux autres mouvements, en Sardine a des origines algériennes au niveau du financement financier et militaire. C'est l'Algérie qui a soutenu de façon en logistique pour que en Sardine puisse exister et survivre. Donc, la France sait, l'Algérie sait que tout ce qui se passe au Sahel, il n'y aura jamais de paix tant que l'Algérie ne sera pas associée à la paix dans le Sahel. Ça veut dire que l'Algérie est une superpuissance militaire de la zone. Mais elle est sous-estimée par les États africains et par la France. La France connaît, mais la France, elle craint l'Algérie pour des raisons historiques. Mais tant que ce petit problème franco-algérien n'a pas été résolu, les Sahéliens vont payer un lourd tribut parce que la guerre entre l'Algérie et la France se déroule au Sahel. L'Algérie est très puissante, la France encore plus, et pourtant chacun sait qu'ils ont des actions sur le terrain qui sont en train de déstabiliser nos armées. Mais comme nous sommes des armées du ventre, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est le lendemain, pas le surlendemain. Et ces pays-là, ils travaillent sur 5 ans, 10 ans de projections. Ils savent ce qui les amène au Sahel. Donc, on ne peut pas contenir la menace, puisque la menace n'est pas temporelle, ni spatio-temporelle. La menace, elle est beaucoup multidimensionnelle. Elle est liée à des conflits géostratégiques et géopolitiques que nous sommes en train de subir. Donc, tant que nous, on n'a pas d'abord compris cela, pour faire une offensive diplomatique, pour que ces deux acteurs arrêtent de se faire la guerre chez nous, alors ça va continuer. Donc, c'est un peu ça aussi qui fait que nos chefs d'État, qui ont le seul souci de se maintenir au pouvoir, quand vous prenez le cas du Niger, la seule chose que le PNDS veut, c'est de garder le pouvoir. Même si l'armée est affaiblie.
même si tous les jours il y a des dizaines de morts militaires et civils. Au Mali, aujourd'hui, la junte a pris le pouvoir. Vous allez voir qu'il y aura un changement. C'est clair, il y aura un changement. Mais même au Mali, s'ils ne prennent pas en compte cette dimension géopolitique et géostratégique, ils ne pourront pas contenir la menace. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Lors de la guerre entre la France et l'Algérie, si le Niger était du côté de la France, le Mali était du côté de l'Algérie. Donc, je pense que l'Algérie aussi doit regarder ce côté, ce rétroviseur historique, et essayer vraiment d'être fraternel avec le... Parce que regardez, l'Algérie n'a pas d'amour pour le Sahel. Quand vous regardez le Mali, le Maroc, par exemple, le Maroc aime le Sahel, aime l'Afrique, mais ce qui n'est pas le cas de l'Algérie. L'Algérie ne se considère pas comme, je pense, une partie de l'Afrique. Sinon, elle n'allait pas faire tout cela. C'est vrai qu'en délocalisant le terrorisme dans le Sahel, eux, ils sécurisent leur pays, mais quand même, il ne faut pas aussi continuer à l'entretenir de façon directe ou indirecte. Voilà, Emel Guérin, l'Algérie, on le sait, par rapport à l'accord au Mali, était très impliquée. C'est un accord qui, selon vous, est perfectible. Est-ce qu'il y a lieu d'en faire une relecture, comme le promet Choguel Maïga, ou bien de retourner à des assises, toujours sous la conduite des Algériens? Oui, l'Algérie a son mot à dire. Je ne pense pas par rapport au djihadisme, mais plutôt par rapport à la rébellion. C'est là toute la question, parce que c'est la rébellion qui arrivait, était en majorité des Arabes maliens, vous comprenez, donc qui ont des liens séculaires, des liens de sang avec, ethniques avec l'Algérie. C'est ça. Mais par rapport au djihadisme, pas du tout, parce que l'Algérie aussi avait subi le djihadisme en son temps et a mené une lutte farouche et a réussi. Même récemment, il y a eu quelques armes qui ont été découvertes, en Algérie, qui créent une remontée, une recrudescence du djihadisme. Tous les pays luttent contre le djihadisme. Le problème du Sahel, c'est venu de la Libye. C'est très important. C'est venu à partir du moment où la Libye a été déstabilisée. Et c'est ça qui crée les problèmes. Aujourd'hui, les armes ont circulé énormément. C'est ça la situation je parle du djihadisme. Ce n'est pas la même chose. L'Algérie est très influente dans le Sahel, absolument. C'est d'ailleurs ce qui a fait que l'accord entre les rebelles et le gouvernement malien a été fait en Algérie. Et ça, M. Seydou Maïga, vous vous souvenez que l'Algérie avait fait le jeu de la France en imposant, des Occidentaux, en imposant certaines clauses dans cet accord-là au gouvernement malien, qui n'avait pas de choix que de signer, parce qu'on lui a dit, si vous ne signez pas, et puis nous allons vous lâcher. La guerre était en train de venir, ils ont signé l'accord. Tous les jours, aucun gouvernement, depuis les coups d'État qui ont suivi, même Ibeka aussi, avait demandé une relecture de cet accord qui était bidon. Ça n'a pas de sens, on ne peut pas faire un tel accord pour une nation. Même la population malienne, la société civile était sortie pour marcher et critiquer, dénoncer cet accord-là. Donc cet accord doit forcément être revu, revisité, pour permettre aux deux parties parce que ces accords font la part belle aux rebelles, ce qui n'est pas bien, il faut l'avouer. La lutte anti-djihadiste n'est pas... on ne peut pas lier cette situation du Sahel aujourd'hui à l'Algérie. Cette situation aujourd'hui, vous voyez ce qui s'est passé en Syrie et autres. Quand il s'agit de la Syrie, de ces pays, tous les Occidentaux sont allés pour défendre, pour lutter contre le djihadisme. Mais ce n'est pas pareil en Afrique. Si c'était pareil, parce qu'il faut mettre l'Afrique dans une situation d'instabilité, parce que les gens savent que demain, les jours à venir, les années à venir, c'est l'Afrique qui sera positionnée. J'ai une question à votre endroit. Allez-y. Vous savez, M. Guérin, vous parlez de la situation actuelle qui est liée au mouvement indépendantiste et tout le reste. Mais c'est que vous oubliez. Il est vrai, ce que vous dites, c'est juste que quand on parle du mouvement indépendantiste, tout est parti du problème libyen. Mais la Libye, c'était 2011. C'est novembre 2011 avec la mort de Kadhafi. Et rappelons-nous, depuis, ATT l'avait dit 10 ans, c'est-à-dire depuis 2001, le GSPC s'est délocalisé dans le Sahel, notamment au Nord Mali. Et vous vous souviendrez de l'alliance du 25 mai d'Ibrahim Bahanga, le chef rebelle malien, qui a fait quand même pendant des années
des actions militaires dans la zone, c'était quand il a combattu contre le GSPC qui devait AQMI au Sahel. Donc, avant l'arrivée des indépendantistes, il y avait le terrorisme algérien qui s'est délocalisé dans le Nord Mali. D'abord, le Nord Mali. Ils ont fait 10 ans. Pendant 10 ans, ils se sont accommodés de la zone. Ils ont un peu pris leur marque et ils se sont imposés localement avec les populations locales, avec des mariages et des alliances. Ça, on le sait. Mais le problème dont on parle, des rebelles, les rebelles, contrairement à ces GSPC, ne sont pas des étrangers. Les GSPC, ce n'est pas des Maliens. Ce n'est pas des Maliens, du tout, du tout. Vous savez, au Mali, il y a des Arabes et des Touaregs, bien sûr. Mais les Arabes qui faisaient partie du GSPC et à la base de l'AQMI, ce n'est pas des Maliens, c'est des Algériens. C'est de cela qu'on parle. Donc, ne mélangeons pas les choses. C'est une chose très claire. Le terrorisme au Mali a été déporté de l'Algérie. Il est arrivé pendant 10 ans, ATT le savait. ATT, pendant 10 ans, et donc pendant 10 ans, ATT a combattu ce terrorisme-là avant que cela ne prenne pied et ne se colle à cette nouvelle armée qui est venue de la Libye pour conquérir le Nord Mali. D'accord. Emel Guérin, allez-y. Oui, mais c'est dans l'ordre normal des choses. C'est-à-dire l'Algérie a bouté dehors de ses frontières le terrorisme. Et naturellement, il faut de l'autre côté. Voilà. Il appartenait au Mali de défendre son territoire, ses frontières. C'est aussi naturel que ça. Ce n'est pas une négociation, ce n'est pas fait sciemment par le pouvoir algérien de pousser AQMI vers le Mali. Mais à l'époque où vous parlez, M. Seydou, il n'était pas si actif que ça. C'est à partir de la rébellion des indépendantistes qu'il y a eu une recrudescence. Ils ont trouvé cette force. Pourquoi? Parce que, en temps même, ces indépendantistes ont été aidés par les terroristes. Tous les observateurs le savent, tous les rapports l'ont prouvé. Et donc, les indépendants ont fait le jeu des islamistes. C'est à un moment où on a commencé par les critiquer, certains ont commencé par se départir des terrorismes. Et que veulent faire les terrorismes? Il y a aujourd'hui ceux qui veulent avoir du territoire, installer la charia, et puis on le laisse là-bas. C'est fait aujourd'hui, au vu aussi des indépendantistes qui occupent le Mali, M. Seydou Menga. Donc, ces indépendantistes, à un moment donné, ont manqué à leur responsabilité d'indépendance. Ce n'est pas que ça. Ils ont pactisé avec le diable, si je veux parler ici avec le terrorisme. Donc, ce n'est pas la faute de l'Algérie, pas du tout. Là où je condamne l'Algérie, c'est d'avoir imposé, fabriqué cet accord de paix qui s'était passé en Algérie en son temps. Ce n'est pas sérieux parce que l'Algérie avait des intérêts, je l'ai dit tout à l'heure, ethniques avec les rebelles indépendantistes, ce qui n'est pas bien. Et, tant qu'on n'aura pas revu ces accords, il y aura problème au Mali. Il faut revoir ces accords. Et que les Maliens, Touaregs, Arabes, puissent se mettre ensemble. Parce que c'est un même peuple. Il faut qu'ils se mettent ensemble pour lutter contre ce terrorisme qui est en train de sévir au Mali. Alors, Seydou Kaoussen Maïga, il y a aussi l'annonce par Paris du décès début juin d'un important chef djihadiste responsable, selon donc cette annonce-là, du rapt en 2013 de 2 journalistes, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés. Un commentaire? Oui, effectivement. Ils ont annoncé sa mort, mais vous savez, dans l'annonce de la mort des émirs ou bien de certains chefs djihadistes, il faut être prudent parce que c'est le même cas, le cas du chef de Boko Haram dans l'est du Niger, dans la zone du lac Tchad. Vous savez, celui-là aussi a été annoncé mort plus de 4 fois. Et il s'est ressuscité. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'il faut être prudent parce que quand Paris annonce des fois, et même, il y a un autre aussi au Mali qui a été annoncé depuis 2013, mais par après, on s'est rendu compte qu'il était encore vivant. Donc, à mon avis, ce que les peuples du Sahel veulent, ce n'est pas de tuer seulement les chefs des djihadistes, c'est de neutraliser ces mouvements. Ouais, et pour revenir à ce que disait M. Guérin, quand les indépendantistes sont arrivés au Nord Mali, il y avait déjà les terroristes qui étaient là. Et il y avait l'armée malienne. Donc, il y avait 2 armées, en fait. Et ATT l'avait dit à l'époque, ça veut dire que dans tous les cas, ils sont accommodés de terroristes. Et je vous dis, ces terroristes du GSPC, ce sont des Algériens. C'est comme si aujourd'hui, le Mali, avec tous ces katibas,
repousse ces terroristes vers l'Algérie et dit qu'elle a fait la paix, puisqu'ils sont plus sur son territoire. Non, c'est des Algériens à la base. Pourquoi est-ce qu'on les repousse vers le Sahel? Donc c'est une parenthèse. Donc moi j'ai dit toujours, il faut remarquer que dans tout ce qui est comme force conjointe au Sahel, l'Algérie ne fait pas partie. Et tant que l'Algérie n'est pas partie de ces mots et de ces forces conjointes, il n'y aura pas de succès. Parce que l'Algérie sera, voilà, elle va tout faire pour faire échouer, faire échec à ces forces conjointes, parce que l'Algérie est une superpuissance régionale et elle a aussi ses intérêts géopolitiques et géostratégiques qu'elle est en train de défendre. Moi, j'ai les preuves et je sais que tant que l'Algérie ne sera pas un acteur majeur, il ne s'agit pas de faire un accord de paix à Alger pour que ça soit un bon accord. Non. Il faut que l'Algérie envoie ses troupes à la frontière avec le Mali pour défendre le Mali et l'Algérie en même temps et pour lutter contre le terrorisme. Mais vous savez aussi, si vous vous rappelez, M. Guérin, dans les années 90, on a découvert que beaucoup de membres du GSPC étaient des militaires, des renseignements algériens et qui faisaient le jeu de l'Algérie. Donc on connaît la suite. Donc tout ça, c'est un jeu. Ce qu'on appelle dans le jargon militaire français, la théorie de la contre-insurrection. On crée des faux mouvements d'insurrection pour combattre l'insurrection. Donc à un moment donné, l'armée algérienne a créé des propres militaires qu'elle a montés en tant que djihadistes pour aller du côté des djihadistes et jouer et démanteler le djihadisme algérien, du FIS et du GSPC, ainsi de suite. Et ils ont réussi, là je suis d'accord avec vous, M. Guérin, ils ont réussi à contenir la menace djihadiste au niveau algérien, mais ils l'ont repoussé juste hors de leurs frontières et ils la favorisent. Donc moi, j'espère en tout cas que l'Algérie va comprendre que certes, sa sécurité est assurée au niveau national, mais la sécurité des pays voisins aussi est d'une importance capitale pour sa propre sécurité. Voilà qui est clair. Alors, un commentaire sur l'annonce donc de la mort du chef djihadiste responsable du décès des 2 journalistes français. Oui, Baï Bakako, pour ma part, j'en fais toute autre lecture, que la France savait bien où il était, la France savait très bien, la France a un service de renseignement assez performant. Et donc maintenant que nous sommes dans une situation délétère, dans une situation où la France veut se repositionner au Mali, veut montrer que j'étais un bon défenseur pour le Mali, on nous fait cette annonce-là, ça veut dire que pourquoi depuis 6 ans, il n'était pas localisé, il n'était pas tué. Donc c'est un faux problème pour ma part. Ça ne va pas changer l'opinion publique malienne. Non, pas du tout. Le peuple malien, pas du tout. Comme il a dit, c'est nous, on s'en fout des chefs d'État, des chefs de gang tués. Ça ne change pas grand-chose. Le mouvement peut servir. Ces gens-là, ils sont formés pour ça. Ils vont se restructurer et continuer la lutte. Beaucoup de chefs ont été tués. On a vu au niveau, à l'échelle mondiale, beaucoup de chefs terroristes ont été tués. Pourtant, ça continue. Je voudrais dire pour finir, en fait, que par rapport à l'Algérie sauvegarde ses frontières. L'Algérie sauvegarde actuellement, il y a des forces armées algériennes qui sont à la frontière malienne aujourd'hui. Une force régionale, les Algériens ne sont pas prêts à aller mourir pour sauvegarder le territoire malien. Pour quel intérêt? Pas du tout. Les Algériens ne sont pas prêts pour aller mourir pour le Niger, pour le Burkina, pour le Bénin, pas du tout. Ils vont sauvegarder leur territoire. Parce que quand ils vont le faire contre quoi? Alors que la France ne vient pas le faire simplement. La France, il y a des intérêts. Donc l'Algérie ne peut pas. Il faudrait que c'est aux armées nationales de prendre leurs responsabilités pour bouter le terrorisme hors de leurs frontières. Seydou Kassem Maïga, un mot de fin? Oui, j'aimerais juste pour rappeler à M. Guérin pour l'histoire que les Maliens sont morts pour l'Algérie, hein, quand l'Algérie était en guerre contre la France. Donc je pense qu'il mérite un retour de l'ascenseur. En tout cas, en un mot par rapport à ce gouvernement malien, il y a des défis quand même énormes. Cette affaire de sécurité, c'est l'un des dossiers les plus vraiment importants qu'il faut que le gouvernement de Choguel Maïga prenne à bras le corps en prenant tout le contour. Moi, j'aimerais que l'Algérie revienne au centre du débat, que l'Algérie soit acteur et non pas observateur. Voilà. Que l'Algérie soit dans la paix et cela va, je pense, aider tout le Mali et le Sahel. Voilà, votre appel est clair, que l'Algérie soit acteur et non observateur. Seydou Kassem Maïga, vous êtes coordonnateur mondial adjoint du cadre d'action Debout, Niger Debout. Face à vous aujourd'hui, Emel Guérin, consultant en communication et gestion de crise. Monsieur, merci d'avoir suivi. À bientôt pour notre numéro de votre émission Angle de Vue. D'ici là, portez-vous bien.